Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Mondial Time sur Equinox Télévision, votre émission spéciale Coupe du Monde 2026. Les huitièmes de finale prennent forme avec des affiches qui promettent du spectacle. Après les éliminations du Ghana et du Cap-Vert lors des derniers matchs des 16e de finale de cette compétition en cours, l'Afrique ne compte plus que 2 représentants. Il s'agit du Maroc et de l'Égypte, bien décidés à poursuivre l'aventure. De son côté, le Paraguay, tombeur de l'Allemagne, tentera de bousculer une équipe de France impressionnante depuis le début du tournoi. Les Bleus confirmeront-ils leur statut de favoris dans cette édition? Et les Pharaons peuvent-ils créer l'exploit face à l'Argentine? Eh bien, voici quelques analyses de notre consultant, Charles Mungemouyeme. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment et tous ici. Et voilà, on va donc entrer plein dans le sujet. On parle des éliminatoires, des 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. On a achevé les 16e, bien évidemment, hier. Et donc, aux premières heures, il faut le dire, de ce samedi. L'Égypte contre l'Argentine, c'est l'une des affiches des 8e de finale à suivre très prochainement. Un défi de taille pour les Pharaons. Après avoir arraché leur qualification face à l'Australie, l'Égypte retrouve désormais, ou alors les Égyptiens retrouvent désormais l'Argentine, championne du monde en titre. Comment, Charles, les Pharaons peuvent-ils espérer créer l'exploit face à l'Argentine qui s'est imposée face au Cap-Vert hier soir? Ils ont de bonnes raisons d'espérer. Parce que je pense que le Cap-Vert, qui a tenu la dragée haute, qui a même failli créer une énorme surprise face à l'Argentine, a donné des idées. Forcément que l'Argentine, c'est certes le champion du monde en titre, mais ce n'est pas une équipe qui écrase tout le monde. Si vous jouez votre jeu, vous êtes sérieux, vous êtes appliqué, vous pouvez sérieusement ébranler l'Argentine. Et je pense que quand on regarde également le match de l'Égypte contre l'Australie, on peut penser que l'Égypte a retrouvé un certain état d'esprit qui est très intéressant pour cette équipe. C'est un peu l'état d'esprit qu'on connaissait jadis. Et ces deux choses-là peuvent donner à espérer qu'une Égypte sérieuse, une Égypte qui est concentrée sur son jeu, qui applique exactement sa stratégie, elle peut faire certains dégâts dans l'Argentine qui, elle aussi, c'est vrai que les deux équipes sont en leur prolongation et donc il y aura un problème de récupération. Il faudra récupérer et peut-être que l'Argentine a des joueurs un petit peu plus âgés à certains postes et que la récupération est plus lente quand on prend de l'âge. Espérons que l'Égypte va récupérer rapidement et vraiment, rien qu'en s'inspirant du Cap-Vert, jouer crânement toutes ses chances pour passer au quart de finale. Et donc, vous l'avez évoqué face au Cap-Vert, l'Argentine qui a été bousculée par séquence et a eu du mal finalement à imposer son rythme lors de cette rencontre pour les 16e de finale. L'Égypte peut facilement s'inspirer de cette prestation capverdienne pour ainsi déjouer les plans de l'Argentine et se qualifier pourquoi pas pour la suite du mondial. Oui, l'Égypte peut s'inspirer. C'est vrai que la réalité d'un match n'est pas celle d'un autre, mais il y a des éléments importants qu'il faut noter dans ce match-là. D'abord, l'Argentine, après son premier but, il y a eu un relâchement. Et je pense que l'Égypte va veiller à ce qu'elle identifie les moments de relâchement de l'Argentine pour la presser un peu. On a également vu une équipe capverdienne qui avait un replacement extrêmement rapide, c'est-à-dire même quand elle se déployait à l'offensive, dès que l'offensive avorte, vous les retrouvez sur leur base, comme au départ. Et ça, c'est un élément important que l'Égypte doit regarder, parce que souvent, nos équipes, quand elles vont en attaque, le replacement est difficile, il est lent, et des joueurs qui ont de la précision des Argentins, vous avez vu la passe sur le premier but, avec ce niveau de précision,
Si vous n'êtes pas replacé, vous allez encaisser des buts. Donc je pense que l'Égypte a intérêt. Mais je ne suis pas inquiet parce que je vous assure que contre l'Australie, j'ai vu une très belle équipe d'Égypte. Sincèrement, qui jouait au foot, qui avait envie de jouer, qui avait envie de gagner. Et si ça s'est maintenu, c'est des choses importantes à mettre dans cette équation-là. Et est-ce que cette équipe égyptienne possède des profils, des profils bien évidemment nécessaires pour reproduire, pourquoi pas la recette du Cap-Vert face à l'Argentine? Bon, ce que le Cap-Vert avait, c'est des joueurs qui vont à l'offensive, vraiment franchement. Ils ne vont pas en se disant, bon, on y va, si ça ne marche pas, tant pis. Ils vont pour que ça marche. L'Égypte a des joueurs de ce profil-là. Les Marmouche, les Zidane, les Salah, c'est des joueurs qui peuvent aller au bout de leurs actions, à condition qu'ils retrouvent l'adresse. Parce que lors du précédent match, ils étaient assez maladroits, parce que honnêtement, ils auraient pu battre l'Australie en 90 minutes. Mais ils étaient assez maladroits. Je n'ai pas compris cette maladresse-là venant des Marmouches, des Zico et tout ça. Mais ils ont ce profil de jeu, parce que l'Égypte aussi a la capacité de construire un mieux terrain et de plomber le ballon pour un de ses attaquants. Et je crois que le Cap-Vert l'a fait très bien et a créé des sueurs froides à l'Argentine. Je dis que l'Égypte maintienne l'état d'esprit contre l'Australie et l'Argentine aura des soucis à se faire. Et est-ce que l'Argentine, après un match compliqué face au Cap-Vert, arrive avec des certitudes plutôt ébranlées, ou ce type de qualification renforce plutôt le caractère d'une grande équipe comme celle de l'Argentine? Ça devrait renforcer le caractère de l'Argentine. Parce que, je vous ai dit, après le premier but de l'Argentine, il y a eu un relâchement. Oui. Ils ont commencé à jouer un peu à la baballe, à s'amuser en se disant, bon, ce petit Cap-Vert, il en a déjà pris un. Il suffit qu'on accélère quand on veut. On va marquer le deuxième et puis le match sera plié. Malheureusement pour eux, ils ont rencontré une équipe qui était physiquement au point sur le plan athlétique. Ça répondait complètement. La vivacité y était et la technique dans le maniement du ballon. Parce que les sorties de balles de Cap-Vert, vraiment, elles étaient au même niveau que l'Argentine et parfois même supérieure, parce que l'Argentine a eu du mal parfois à ressortir le ballon. Donc je crois qu'elle ne pourra plus, à un moment de match, se relâcher comme ça, en estimant que le match est plié. Je crois que ça leur a donné une bonne leçon. Tous champions du monde qu'ils sont, les Argentins ont pêché dans ce domaine-là. Donc rien que ça, ils ne vont plus s'amuser à jouer un peu en dilettante et tout. L'autre chose, à mon avis, qu'ils peuvent relever aussi, c'est que c'est vrai, quand vous avez Messi, vous avez un atout indéniable. Mais cela ne doit pas faire que les autres ne jouent plus pour marquer. Parce qu'à un moment donné du match aussi, vous voyez des joueurs argentins en très bonne position, au lieu d'essayer de marquer le but, ils cherchent Messi. Et ça, c'est une faiblesse parce que Messi sera cadenassé. L'Égypte ne va pas lui laisser la liberté de faire ce qu'il veut sur le terrain. Donc, si l'Argentine veut passer, il faut que les autres attaquants se disent, nous aussi, on peut marquer des buts. Il n'y a pas que Messi qui peut marquer. Si je suis en bonne position, que je tente ma chance plutôt que de le chercher systématiquement. Oui. Donc, je pense que s'ils observent bien le match, ils verront que les choses se sont passées ainsi et ils vont s'améliorer. Et voilà, l'Égypte qui croisera l'Argentine lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Et peut-être pour revenir sur le Cap-Vert, qui donc est éliminé de cette compétition après une défaite enregistrée face à l'Argentine. Charles, peut-on parler d'une défaite qui grandit cette équipe davantage qu'elle ne la condamne finalement? Oui, la victoire les aurait grandi beaucoup plus, c'est sûr. Mais en toute honnêteté, le Cap-Vert était plaisant à voir jouer. Oui. Parce que ce match-là, c'est un match qu'on retiendra dans l'histoire de la Coupe du Monde. Côté engagement, côté sérieux dans le respect du dispositif sur le terrain, le Cap-Vert jouait comme une équipe qui a l'habitude de venir en Coupe du Monde tous les 4 ans. On n'avait pas l'impression que c'était un néophyte. Techniquement, les joueurs étaient
habiles. Et vous vous demandez, mais ils sortent d'où ces gars-là pour jouer aussi bien? Leur sélectionneur... Face au tenant du titre en plus. Face à Messi. Vous n'avez pas vu un plan spécial anti-Messi. Hein? Ils savaient qu'ensemble, ils sont capables de quadriller le terrain pour défendre. Et ils l'ont très bien fait. Et quand vous voyez le but que ce joueur marque, ce but d'anthologie là, où il enveloppe le ballon au deuxième poteau, en utilisant, tout le monde le dit, c'est son mauvais pied. Il n'est même pas droitier. Donc vous imaginez le niveau de confiance qu'on doit avoir pour tenter un geste pareil. Donc je crois que non, le Cap-Vert aujourd'hui, c'est une sélection qu'il faudra regarder de près, et leur entraîneur aussi. Parce que vous avez vu tout le dispositif, comment il fonctionnait. Vous aviez l'impression qu'ils ont répété ça plusieurs fois aux entraînements, et ils n'avaient même pas besoin de gesticuler beaucoup. Avec 2 ou 3 petits gestes, vous voyez ces joueurs revenir se replacer, aller à l'abordage quand c'était nécessaire, tirer au but et tout. Non, c'était vraiment un orchestre qui a fait ses répétitions et qui vient le jour du spectacle vous produire ce haut niveau de spectacle-là. Je crois que même l'Argentine est fière d'avoir livré un match comme ça contre un adversaire extrêmement coriace. Et d'ailleurs, les Messi, tout le monde le dit, ils disent qu'ils ont eu un match. Ils savaient que ce n'est pas facile, mais dans un coin de leur tête, ils se sont dit quand même, Cap-Vert, ils sont combien déjà dans leur pays, là, un petit pays comme ça et tout. Aujourd'hui, le Cap-Vert a gagné le respect et le Cap-Vert a rendu l'Afrique fière aussi. Il faut le dire, tout le monde était fier de voir cette équipe évoluer vraiment sans complexe, tutoyer l'Argentine tranquillement et être consciente de ses faiblesses. Donc, toujours respecter la discipline tactique. Et franchement, il faut compter avec cette équipe. Si elle garde le même sélectionneur, les CAN qui arrivent, il faudra compter avec le Cap-Vert. D'accord, et justement les requins bleus qui sont revenus à 2 reprises au score face à l'Argentine. Cette capacité de réaction traduit-elle, Charles, une véritable maturité acquise au fil de la compétition, c'est-à-dire au fil de cette Coupe du Monde 2026? Oui, ça traduit déjà l'état d'esprit de batailleurs. Ils sont venus à une compétition et ils disent on ne vient pas la fleur au fusil. On vient jouer au foot et nous allons montrer à l'humanité entière qu'au Cap-Vert, nous savons jouer au foot. Ils l'ont dit et répété. Nous savons jouer au foot au Cap-Vert. Elle va le montrer au reste du monde. Qu'est-ce qui leur manquait peut-être? C'était la condition physique, c'est-à-dire que le côté athlétique. Et même ça, ils l'ont comblé. Parce que on a vu des joueurs argentins souffrir de crampes. Alors que les Cap-Verdiens n'avaient pas commencé encore à souffrir de crampes. Ça veut dire que, et vous avez vu que le sélectionneur a opéré 6 remplacements, mais son équipe n'a pas faibli. Ça veut dire que même les remplaçants étaient prêts pour la bataille. Donc cet état d'esprit de conquérant, de gens qui ont confiance en eux et qui prennent plaisir à jouer au foot, il faut que tout le monde copie ça. Donc sincèrement, si j'étais capverdien, j'irais les attendre à l'aéroport au retour et on ferait une pétition pour demander au chef de l'État de leur donner un cadeau significatif pour le restant de leur vie. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est comme ça qu'on ouvre des horizons. Aujourd'hui, au Cap-Vert, beaucoup de jeunes vont s'intéresser au foot en pensant à leur propre équipe nationale, pas en pensant à changer de nationalité. Parce qu'il y a des pays, vous êtes tellement absents sur la scène internationale que quand les jeunes apprennent à jouer au foot, ils pensent à aller dans une autre équipe nationale. Mais là, les Cap-Verdiens voudront jouer dans leur équipe nationale. Oui, et je crois que c'est quelque chose de gagné. Et voilà, le Cap-Vert qui quitte dans l'aventure aux portes des 8e de finale après cette élimination par l'Argentine. Mais c'est le cas également du Ghana. Le Ghana qui s'est incliné face à la Colombie et qui quitte également ce mondial en 16e de finale. Les Black Stars ont-ils été dominés par plus fort ou ont-ils tout simplement des regrets à nourrir face à la Colombie? Non, je crois qu'ils ont été dominés par plus fort. Pour ce que j'ai vu de ce match-là, n'eût été le gardien de but du Ghana, le score aurait été plus lourd. Par contre, du côté du Ghana,
les statistiques parlent toutes, 0 tir cadré. 8 tirs, 0 cadré. Ça veut dire que il n'y avait pas le répondant qu'il fallait en face. L'équipe est venue, elle a essayé de défendre au maximum, mais elle n'avait pas les armes offensives pour cela. Il n'y avait pas d'inspiration au milieu de terrain. Le Ghana est une équipe dont les points forts étaient justement ça, c'est-à-dire que des attaquants qui étaient virevoltants, ils avaient des milieux de terrain très créatifs. C'est une équipe qui avait souvent 4-5 gauchers. Donc vous imaginez le niveau de précision qu'il y avait dans l'équipe et tout. Aujourd'hui, le Ghana est à la recherche d'une génération. Je crois qu'il faut qu'il travaille pour retrouver une génération qui ferait autant plaisir que les Gian Asamoah, l'autre qui était à Juventus et tout ça. Ils ont eu de bons joueurs. Il faut essayer de retrouver ça. Je ne sais pas si c'est au niveau de la formation que ça pêche un peu, mais le Ghana n'a plus ces joueurs. Vous savez, c'était des manières de ballon. Je vous assure, en 82, le Ghana gagne la Coupe du Monde en Libye et la Coupe d'Afrique en Libye. Mais c'était une équipe phénoménale avec des joueurs, Abedi Pelé qui étaient tout jeunes à l'époque. Il y avait ils avaient des années Kofi Abré. Ils avaient un certain nombre de joueurs qui étaient très très forts. Et ils ont gagné la CAN. Maintenant, aujourd'hui, cette génération est passée. Les fils d'Abedi sont arrivés. Ils ont tenu la baraque pendant un moment avec les Asamoah Gyan et tout. Mais là, en ce moment, il manque quelque chose dans l'effectif du Ghana. Et ce quelque chose est à construire dans la jeunesse pour retrouver une sélection qui a de l'allant. Maintenant, est-ce que au niveau du foot ghanéen, les choses se déroulent normalement? Parce que c'est aussi parfois beaucoup de problèmes dans les fédérations, dans les gestions de championnats, les histoires de football jeu et tout. Si tout ça n'est pas sain, parfois vous connaissez un passage à vide, vous n'avez pas de génération spéciale. Et c'est valable dans tous les pays. Mais lors de la phase de poule de cette compétition, on a vu le Ghana tenir tête quand même à l'Angleterre. Les Black Stars qui ont tenu tout au long de cette rencontre, ils ont concédé d'ailleurs le nul face aux Three Lions. Est-ce que c'est la même équipe qu'on a retrouvée face à la Colombie? C'est la même équipe, mais le problème c'est que quand vous jouez l'Angleterre, il y a une motivation supplémentaire. Parce que vous avez les Bellingham en face, les Harry Kane. Un footballeur aime se mesurer à ce type de joueur. Donc, il peut se motiver davantage. Maintenant, quand vous jouez un match où vous avez un adversaire qui est de votre trempe, parfois, vous ne trouvez pas la même motivation. Et n'oubliez pas que les matchs se suivent. Et donc, le physique décline. Oui. Parce que quand vous avez tenu tête à l'Angleterre, allez voir ce que vous avez laissé comme énergie. C'est ça. Parce que c'est des joueurs d'Angleterre, c'est des monstres physiques. Si vous leur tenez tête, c'est que parfois vous étiez en sur-régime. Et si vous étiez en sur-régime, votre récupération va être compliquée. Et donc on peut comprendre que les matchs avançants, ça décline un peu au niveau de la performance athlétique. Mais moi, je pense que globalement, c'est une question de génération. Il faut essayer de retrouver. Plusieurs pays sont dans ce cas-là, où il faut retrouver des générations, les Tunisie, etc. Il faut régénérer des joueurs de grand talent. Ça manque un peu. Il faut scruter au niveau de leur formation, au niveau de direction technique nationale pour voir quel travail est abattu. Parce que si le Maroc avance aujourd'hui, c'est justement parce que on a fait un travail de fond. Dans ce sens-là, on a multiplié les stades, on a multiplié les entraîneurs de haut niveau, etc. Donc, il faut travailler, il faut juste travailler. Et donc, après les éliminations, entre autres, du Sénégal, de la République démocratique du Congo, de l'Afrique du Sud, de l'Algérie et donc désormais du Ghana, quel enseignement peut-on tirer du parcours des équipes africaines éliminées à cette compétition, à cette Coupe du Monde 2026, Charles? D'abord, il faut se dire que l'ère des sélections africaines ultra dominées à pareille compétition est révolue. Ouais. Aucun pays africain au cours de cette Coupe du Monde n'a été écrasé comme on se serait attendu, n'a été ridicule comme on le disait souvent. Aujourd'hui, les pays africains élaborent le jeu
comme tout le monde, si on ne vous écrit pas les équipes qui sont en train de jouer, vous pouvez vous dire que c'est l'équipe de quel championnat européen. Tout le monde joue à peu près de la même façon aujourd'hui. L'Afrique aussi est en train de s'arrimer à cela. Voilà. Maintenant, il y a aussi le complexe d'infériorité qui a reculé. Mais il faut encore travailler pour l'effacer. Il a reculé considérablement parce que parfois, à une certaine époque, nos joueurs, vous sentiez qu'ils avaient la frousse. Dès qu'ils entendent certains noms, quand ils voient certaines sélections en face, ils avaient de la frousse. Aujourd'hui, ça a reculé un peu. Les gars sortent un petit peu plus d'eux. Mais il y a encore un travail à faire parce que ces questions de concentration dont on parlait là, aux dernières minutes des matchs, c'est aussi parce qu'à un moment donné, le doute revient. Chasser le naturel revient au galop. Vous vous dites, on a tenu tête à telle équipe, mais tel qu'ils sont en train de se déployer là, c'est telle équipe là, elle va nous... Et puis, vous vous déconcentrez, vous encaissez des buts. Donc ça aussi, il faut le gérer. Il faut donner de la personnalité à nos joueurs, beaucoup de personnalité. C'est pour ça que je vous ai dit hier que il y a des discours qu'il faut arrêter chez nous. Genre, il n'y a pas un joueur qui a un titre foncier dans une équipe nationale. Oui. Ça, c'est des discours que je ne trouve pas intelligents. Dans toutes les disciplines, quand il y a des joueurs vedettes, des athlètes vedettes, ils tirent la discipline vers le haut. Vous ne pouvez pas vouloir faire des groupes moyens. Vous faites un nivellement par le bas et vous estimez que vous êtes en train de construire des équipes. Oui. Mais il faut quelqu'un qui tire l'équipe. Mais en même temps, vous appréciez toutes les autres sélections où émergent des talents extraordinaires. Aujourd'hui, tout le monde est là au lycée. Mais il faut bien que ce soit un talent extraordinaire. Ah oui. Si on lui avait dit qu'il n'a pas de titre foncier en équipe de France, qu'il est comme tous les joueurs de l'équipe de France, je ne suis pas sûr qu'il aurait cette prestation. Vous prenez les Mbappé, vous prenez... C'est comme ça. Donc il faut arrêter ce discours où on décourage des gars qui ont du talent, qui veulent l'exprimer en leur disant que tu fais ton show, c'est pas ce qu'on veut, on veut l'équipe. Ça, c'est des mauvais discours de gens qui n'encadrent pas. À l'époque, on avait ici des gens, des entraîneurs, les gens qui ont connu Éclair de Douala et tout, les François, monsieur François et tout ça, qui encourageaient les talents à s'exprimer, les Mbete Isaac. Quand vous aviez du talent individuel, mais ils le faisaient grandir. Aujourd'hui, vous avez des entraîneurs ici, ils sont tous des grands Mourinho, et je ne sais pas quoi. Ils tiennent des discours, le groupe et tout ça. Ils ne font émerger aucun joueur. Vous terminez un championnat, vous ne voyez pas des joueurs émerger. À une certaine époque au Cameroun, on avait les entraîneurs qui aimaient voir des talents grandir. Quitte à s'imposer. À qui pouviez-vous dire qu'Abega est un joueur comme les autres? Umbida est un joueur comme les autres. Dombelea et tout ça. Ça ne tient pas. Ça ne marche pas, ça. Vous voulez une grande équipe, vous devez avoir des grands joueurs. Donc ils étaient la flamme là chez les jeunes en leur disant que bon, jouez, vous n'êtes même pas obligé de gagner, alors qu'ils jouent contre leur catégorie. Quand vous jouez contre votre catégorie, vous ne gagnez pas. Pourquoi? Vous apprenez aux enfants à perdre. Et vous voulez que demain, quand ils grandissent, qu'ils aillent gagner la Coupe du Monde? Non, il faut leur apprendre que vous êtes des compétiteurs et que chaque match est un grand match qu'il faut gagner. Donc ce type de discours-là, il faut qu'on s'en départisse et qu'on retrouve un certain type de profil de joueurs qu'on voit aussi dans notre formation. S'il y a des spécialistes de la formation de certains types de joueurs, il faut leur donner du boulot parce qu'on manque d'attaquants de race, on manque de milieux de terrain créatifs en Afrique. On a vu ça durant cette Coupe du Monde, on a souvent dit que ça manque d'inspiration, etc. Il faut créer tout ça. D'accord, voilà, donc quelques... Oui, ça c'est quelques pistes que je pense qui doivent être suivies et des leçons à tirer de cette Coupe du Monde-là. Parce que la discipline tactique qu'on admire chez les autres, c'est parce qu'on répète ça. C'est des choses qu'on répète. Voilà. Plus vous répétez des choses, et c'est ça le professionnel. Le professionnel, c'est celui qui répète la qualité. Ah oui. Ce n'est pas celui qui fait la qualité de façon, comment on dit ça, spontanée comme ça, en une fois. La qualité se construit. Vous répétez les gestes de qualité, vous répétez les entraînements de qualité. Or, aujourd'hui, on n'a même pas le temps de s'entraîner dans certains pays, c'est compliqué, c'est difficile, donc il faut remettre les choses à plat et faire en sorte que la CAF travaille, parce que les gens se sont plaints de la CAF, hein, les pays éliminés et tout ça,
qu'ils ont été abandonnés par la CAF. Voilà. Donc, il faut que la CAF travaille à remonter le niveau chez les jeunes, à ne plus être complaisante avec les fédérations qui ne travaillent pas. Si une fédération ne travaille pas, ne soyez pas complaisant. S'il y a des choses à leur envoyer, vous mettez les conditions pour leur envoyer, sinon vous coupez les vivres et tout ça. Donc il y a un certain nombre de choses à faire qui peuvent permettre que d'une Coupe du Monde pareille, où on a montré un beau visage, parce qu'on a été qualifié 9 sur 10 au deuxième tour, ça n'était jamais arrivé. Eh bien, il faut capitaliser sur ça. Et voilà, l'Afrique n'a plus que 2 représentants dans cette Coupe du Monde, le Maroc et l'Égypte. Et pour sortir, Charles, rapidement, la France rencontre ce soir le Paraguay en 8e de finale et Bleu face au tombeur de l'Allemagne en 8e. Oui, ça va être une bataille très dure parce que les Paraguayens, c'est des guerriers, comme ils s'appellent eux-mêmes. Et donc, ils vont mettre un impact physique pour faire face à la technicité des Français. Donc, ça promet un match étincelant. J'espère qu'il va tenir la promesse des fleurs. Et voilà, c'est d'en terminer pour cette autre production de la semaine. Merci à vous, Charles. Rendez-vous demain, chers téléspectateurs, chers téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci à la réalisation avec un Jires Yopa, Innocent Abega derrière les caméras. Rendez-vous demain, 18h30 sur Equinox Télévision.